Chers fidèles téléspectateurs de Lumen Christi TV, aucune œuvre humaine d'édification ne peut se passer du facteur majorant qu'est la confiance. Bienvenue dans votre émission Télélégier. Télélégier, c'est le rendez-vous hebdomadaire qui vous connecte à la pensée de nos pères les évêques, morts ou vivants, à travers les lettres pastorales, pour raviver et former en nous notre conscience citoyenne et chrétienne. Télélégier, cette semaine, reçoit encore pour vous M. Alain-François Adiou, spécialiste en discours social de l'Église, qui nous apporte son expertise dans la suite de la compréhension de la lettre pastorale « Restaurer la confiance ou préserver la paix », octobre 2008, donnée par nos pères les évêques. Monsieur Alain Adiou, bienvenue à vous. Bonjour, cher père. Merci beaucoup. Alors, restaurer la confiance, nous disent nos pères les évêques, c'est aussi et surtout démêler les ambiguïtés. Et nous savons que ces ambiguïtés sont aussi liées au non-respect du fondement politique, économique et social des grandes orientations de la conférence nationale. Alors, dans ces conditions, professeur Adiou, quel accueil peut être réservé à un tel message de nos évêques? Je voudrais dire à l'entame que c'est un message écrit dans un langage simple, très simple même. Mais la lettre a une densité incomparable. Paradoxalement, on en a très peu entendu parler. Pourtant, la question sur laquelle elle porte, cette lettre-là, fait toujours problème aujourd'hui. La confiance. À savoir la confiance. La confiance entre les gouvernants et les gouvernés. C'est une préoccupation permanente. Les dirigeants sont souvent confrontés à cela. Souvent, ils ont des difficultés à rester longtemps en phase avec le peuple qui sont appelés à diriger, qui sont appelés à servir. C'est ça qui fait problème. C'est peut-être parce que dans la mentalité de celui qui accède au pouvoir, il est là pour diriger et il n'est pas là pour servir. Et la spiritualité du pouvoir fait défaut. Exactement, oui. Exactement. La spiritualité du pouvoir fait défaut. Et les évêques l'ont stigmatisé dans la lettre. Et je veux rappeler, avant d'aller plus loin, ils ont dit ceci. La politique est une activité spécialisée qui se déploie dans un espace symbolique de compétition dans laquelle s'engagent des citoyens qui veulent servir le progrès d'un pays dans tous les domaines. Certes, la politique implique des calculs de positionnement pour influer sur le gouvernement d'une communauté organisée. Cependant, l'homme politique ne doit jamais perdre de vue qu'il s'agit au premier degré d'un engagement spécifique pour servir la cité. Autrement, la politique se dénature, perd son essence et s'éloigne dangereusement de sa mission, devenant dès lors le champ du déchaînement des instincts, insatiable appétit d'avoir, quête morbide du pouvoir, satisfaction égoïste d'ambition personnelle au mépris des intérêts du peuple. Voilà. Et quand c'est affirmé aussi fortement, les hommes politiques sont dérangés. C'est pour ça que l'accueil de la lettre est, comme je l'ai dit, très faible. Parce que c'est des vérités majeures que nos pères, les évêques, c'est dit sans détour. Et c'est dit sans détour. Il nous faut prendre conscience des risques que court notre marche démocratique dans ce triste jeu qui signe sans état d'âme l'acte de décès de toute éthique en politique. Car toute activité humaine qui ne porte pas en creux quelques valeurs morales ne peut réellement prétendre au bonheur et à l'épanouissement de l'homme. Ce sont des paroles fortes, malheureusement, qui sont restées assourdissantes. Elles sont pourtant audibles et doivent le demeurer. C'est à nous, nous, citoyens, nous, hommes de bonne volonté,
mais à commencer par nous, chrétiens catholiques, de porter maintenant ces valeurs, de les porter à nouveau jusque dans les cœurs des citoyens et des dirigeants béninois. Ce à quoi les évêques nous invitent dans la lettre, c'est la conversion. C'est la conversion de nos cœurs. Si dirigeants et dirigés ne se livraient pas, ne s'adonnaient pas à cette conversion des cœurs pour que la relation entre eux serve le bien commun, eh bien, nous aurons du mal à construire un État fort, un pays développé, où chacun aura sa part. Donc, c'est une lettre qui doit être mieux connue, mieux découverte, et c'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous avons commencé à faire dans le cadre de cette émission. Alors, après la rencontre du 30 septembre, y a-t-il eu un début de décrispation de l'atmosphère? Est-ce que le pont de la confiance a été finalement rétabli entre la classe politique et le peuple? Je voudrais que vous nous parliez un peu de l'impact de ce message-là. En 2007, il y a eu des élections législatives. Nous étions en 2008 là. 2008, c'est 2 ans, 3 ans avant 2011, où il y aura les élections présidentielles, mais également des élections législatives. Parce que les législatives, c'est tous les 4 ans, la présidentielle, c'est tous les 5 ans. Donc en 2011, il y a 2 élections dans la même année. Donc le fond de l'affaire, si je peux me permettre, le fond, c'est ça. On commençait déjà à se battre pour les positionnements, donc pour les élections qui allaient venir. Et en 2007, on a eu des élections législatives. Le Parlement était relativement bien contrôlé par l'exécutif. Et c'est ça qui a fait problème, puisque l'opposition était là, n'était pas d'accord, etc. Donc, l'atmosphère n'a pas beaucoup changé. Ouais, nous sommes à une époque, d'accord? On est en train de gouverner à cette époque-là. Mais déjà, on se projette dans une autre époque, préparant déjà sa victoire. Bon, je ne sais pas. Est-ce que cela ne nous éloigne pas de l'essentiel, qui est le bien commun? Et bien sûr. Ça nous éloigne de l'essentiel, qui est le bien commun. Bien sûr. Et cette façon de faire ne peut que générer crispation et manque de confiance, et puis tout ce qui doit suivre comme désordre. Ça, c'est une grande question que vous soulevez, qu'on devra prendre le temps pour l'étudier, l'approfondir, parce qu'on peut aller jusqu'à interroger les textes fondateurs de notre renouveau démocratique. Et on doit pouvoir y aller pour savoir, dans le temps, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Mais pour en revenir à l'impact, je dirais qu'il y a eu un léger dégel. Grâce à cette lettre, il y a eu un léger dégel au niveau des acteurs. Mais ça n'a pas beaucoup duré. Puisque je l'ai dit tout à l'heure, des élections étaient déjà en vue. Donc la crispation était toujours là. Mais quand même, il y a eu un petit dégel qui a été observé dans les relations entre les institutions de la République. C'est vrai que gouverner est un art difficile. Et gouverner le Bénin, c'est encore plus difficile. Encore plus difficile. Cet art requiert une mystique. La mystique du semeur. Le semeur, il sort, il ne calcule pas. Il jette le grain, il fait ce qu'il doit faire et il attend. Il attend. Il ne peut pas mathématiquement dire ça va donner ceci, ceci, ceci. Et si on ne se met pas dans cette mystique du semeur, l'homme politique, il calcule. L'homme politique ne fait que calculer. C'est rien que des calculs. Et je me pose même la question de savoir s'ils n'ont jamais aimé le peuple béninois. Non, c'est pas vrai. Ils s'aiment. Entre eux. Ils ne font que s'aimer. Et si vous n'êtes pas du même bord, ou si vous ne défendez pas les mêmes intérêts, vous ne vous aimez pas entre vous. Ah non, non. Ils s'aiment entre eux, entre clans, et ils se piétinent. Et c'est toujours le « oh, tout toi que je m'y mette ». Voilà.
c'est le bien de l'autre, non, ça ne va pas prospérer. On reviendra parce qu'il y a encore d'autres lettres. Les évêques ont vraiment réfléchi pour nous aider à sortir de cet engrenage-là. Donc, nos pères les évêques savent qu'il faudra du temps pour que leur message impacte la gouvernance globale de notre pays. Ils avouent porter leur réflexion au creuset où fusionnent le présent et l'avenir d'un Bénin plus prospère en toute humilité, en toute simplicité et en toute spontanéité. Ils savent que le tout doit passer par une éducation progressive, continuelle, une éducation qui commence par le cercle familial. C'est vrai, nous avons les problèmes aujourd'hui, mais tels qu'ils se présentent ces problèmes-là, les vraies solutions à y apporter verront leur application concrète dans le moyen et le long terme, et il faut commencer à semer aujourd'hui. Dans les familles, dans les groupes de réflexion, dans les groupes de formation aussi, mais surtout en direction des jeunes. Parce que sans tomber dans... Je ne défends pas, je ne dis pas que tout est mauvais que c'est fini, non, mais si on ne fait pas attention, les jeunes ne feront que... Les jeunes générations politiques ne feront que copier les anciennes générations et le même mal va se perpétuer. Et peut-être pire. Hein? Et pire, et pire. Donc nous avons du travail à faire, nous les chrétiens catholiques notamment. Pas seulement nous, mais les chrétiens catholiques notamment. Donc l'impact est très relatif. L'impact du message est très relatif. Mais ça ne veut pas dire que le message est sans importance. Bien au contraire. Nous devons prendre le temps, excusez-moi l'expression, de manger le contenu de ce message, de le digérer et de laisser ce message-là nous façonner, nous refaçonner, faire de nous des êtres, des citoyens de type nouveau. Merci, M. Adiou. Alors, d'une époque à une autre, l'histoire a toujours bégayé, comme on le voit. L'histoire a toujours bégayé. Alors, les crispations existent encore de plus grandes peut-être aujourd'hui. De plus grandes encore aujourd'hui. Alors, parlons à présent de l'actualité de ce message. Hein, nous sommes en plein dedans et les tractations vont déjà bon train. Vous voyez un peu. Et il y a des situations que nous vivons de part et d'autre. Hein? L'actualité est là et qui nous parle. Alors, quelle est l'actualité de ce message-là? Comme on le disait tantôt, même si l'accueil est mitigé, même si l'impact est relativement faible, le message, il est très fort. Et il reste malheureusement actuel. Le mal dont souffre le Bénin, c'est un mal d'homme. Aussi bien homme dirigé que homme dirigeant. Nous sommes entrés en 1990 en plein régime démocratique. Et qu'est-ce qu'on a retenu? Le plus jamais ça. En ce qui concerne le politique, la gouvernance politique, le plus jamais ça, on en avait déjà parlé, c'est nous voulons avoir un régime présidentiel. Et non un régime présidentialiste. Le Parlement, l'Assemblée nationale a un grand rôle à jouer. Les députés sont les représentants du peuple. Avec eux, ce qu'on a mis en place, nous sommes en démocratie représentative. Alors que l'objectif visé, c'est de passer de la démocratie représentative, à la démocratie participative. Mais pour la démocratie participative, il faut former les citoyens, il faut former le peuple. Parce que le peuple n'est pas toujours acquis à la démocratie. Le peuple pense que la liberté paie de la confusion, du désordre, du libertinage, bien faire les choses comme on veut. Non, il y a un ordre à mettre en place en régime démocratique. Donc, régime démocratique au Bénin, Assemblée nationale représentative, démocratie représentative, alors que nous devons évoluer vers la participative. Il faut donc former. En d'autres termes, on dira, il faut démocratiser la démocratie. C'est-à-dire, il faut que le peuple soit informé de tout ce qu'implique la démocratie chez nous. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ce sont les hommes politiques qui doivent normalement procéder à cette formation-là.
du peuple. Mais ça ne les intéresse pas. Parce que tel peuple, tel dirigeant. Si le peuple est formé, si le peuple est convaincu que c'est lui qui détient le pouvoir, il ne va plus accepter un certain nombre. Est-ce que le maître a jamais voulu la liberté de son sujet? Exactement. Il ne va plus. Donc, désormais, c'est le peuple, et probablement, grâce à la formation que Lumen Christi, à travers Toleleji, va mettre en place, ou met déjà en place en direction des fidèles catholiques et surtout, enfin, et aussi des citoyens, des hommes de bonne volonté, il faut que le peuple comprenne ce qu'il doit faire et qu'il le fasse en régime démocratique. Sans ça, il y aura toujours mésentente. Quand est-ce qu'il y a intérêt? Il y a intérêt partagé entre les gouvernants et les gouvernés à l'occasion des élections. Là, le peuple dit, moi, je vais prendre ma part. Vous êtes partis, vous nous avez dirigé pendant 5 ans, on ne vous a pas retrouvé, vous n'êtes pas revenu, maintenant, mettez le maximum. Et les autres, qui cherchent à remplir, comme on dit, à rester, eh bien, ils mettent ce qu'ils peuvent. Généralement, c'est aussi le maximum. Ils mettent ça. Et le peuple se frotte les mains. C'est le peuple qui est responsable de l'échec de la démocratie dans notre pays. Parce que si un peuple décide de mettre au pas ses dirigeants, les dirigeants seront obligés de se mettre au pas. Donc, ce message reste fortement actuel. Ce que vous voulez dire me rappelle un événement que j'ai vécu pendant que j'étais pas encore séminariste, j'étais même pas encore prêtre, donc j'étais sur les bancs. Et dans mon quartier, il y avait les politiciens qui venaient et faisaient leur meeting et tout ça. J'étais responsable des jeunes dans le quartier. Ah. Et il s'est adressé à nous, on est parti, il nous a reçus et puis après il a fait son meeting. Mais après, nous avons pris la parole. Je me rappelle encore ce qu'il a dit, mais aujourd'hui vous êtes avec nous, demain, aujourd'hui vous êtes avec nous, nous venons chez vous sans aucune barrière. Demain quand vous serez élu, je vous assure que nous allons voir une pancarte de chien méchant sur votre portail. Il m'a regardé, c'est Miari. Après il a dit non, jamais cela. Mais ça n'a pas tardé à venir. Oui. Dès qu'il est passé, aucun coup de fil. Voilà. Il ne recevait plus personne. Vous voyez, le peuple, nous allons en reparler dans une autre lettre. Le peuple a été tellement marqué par ces trucs-là qu'à l'approche des élections, ils se disent toujours, nous allons prendre notre part. Parce que quand ils vont partir, ils ne vont plus jamais revenir. Quand ils vont partir, c'est à l'approche d'autres élections qu'on les reverra encore une autre fois. Vous voyez, qu'est-ce qu'il faut faire? Chacun cherche à prendre sa part, chacun cherche à prendre quand même le maximum. Et comme l'autre aussi, il est dans ses calculs, c'est un profiteur, il ne peut que faire ça. Il ne peut que faire ça. Comment faire? Et vous savez, Père, c'est ça qui rend malade notre pays. C'est ça qui rend malade notre pays. Je m'excuse de dire ce que je veux dire là avec la référence. Le président Mathieu Kérékou, puisqu'il n'est plus là, donc on ne fait pas de propagande pour lui. Le président Mathieu Kérékou a l'habitude de dire que comme on peut avoir mal à la tête, le Bénin a mal à ses enfants. Et surtout, ce sont les enfants qui ont été à l'école, qui savent lire et écrire, et les enfants qui dirigent. Donc nos dirigeants. C'est nous qui rendons malade notre pays. C'est nous. Et c'est grave. Or, pour construire un pays dans la durée, il faut 3 piliers. Il faut la paix, la justice et la vérité. Le pape Paul VI nous a rappelé dans son encyclique Populorum Progressio que la paix est l'autre nom du développement. Mais la paix, comme on le dit, c'est connu, la paix ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement, c'est une pratique. Il n'y a pas de paix sans justice, sans vérité. La vérité, non, la justice, pardon, est le pont, le ciment entre la paix et la vérité, la justice. Quand on est dans un pays où la justice, on ne peut plus faire confiance à la justice, mais c'est terminé. Quand la justice est sous contrôle des dirigeants, ce n'est pas bien. Il faut libérer tout ça. Mais pour que cela advienne, il faut que le peuple soit porté par les valeurs cardinales qui ont fondé le système démocratique, le régime démocratique dans notre pays depuis la conférence nationale. Le plus jamais ça. Ce que nous ne voulons plus, nous devons le savoir. On ne veut plus ceci, plus ceci, plus ceci, plus ceci. Et même si on nous réveillait
qu'on se lève, on doit dire non, mais le peuple ne veut plus ça, ne veut plus ça. Quand les dirigeants seront convaincus que le peuple est suffisamment formé et veillé, c'est terminé, ils vont se ranger. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ils n'ont aucun intérêt à former le peuple parce que ça ne les arrange pas. Parce qu'il faut le maintenir, dans l'ignorance pour mieux le piétiner. Oui. Hein? Donc ces recommandations-là, les évêques les ont faites et ont demandé que nous soyons tous dans la dynamique, dans la mystique du semeur et qu'on sème, qu'on prenne le temps de se former, de se cultiver, de se convaincre que nous devons être le vin dans la pâte. Nous, chrétiens catholiques, mais chrétiens toute obédience et aussi les hommes de bonne volonté. Ce que nous partageons ensemble avec les autres, c'est la crainte de Dieu. Si vous craignez Dieu, vous savez qu'un être humain est un être de relation. Premièrement, la relation entre lui et Dieu. Deuxièmement, la relation entre lui et ses frères et sœurs dans la cité. Troisièmement, la relation entre lui et lui. Si ces trois niveaux de relation sont entretenus dans la dynamique de celui à qui Dieu a confié quelque chose dans le monde et qu'il doit venir rendre compte en vue de sa sainteté ou de sa sanctification, si vous voulez, si cela est respecté comme ça, il n'y a rien à faire. Nous serons, je me suis dit comme ça, nous serons des Jésus-Christ sur terre. Et c'est ça que l'Église nous demande. Nous avons l'obligation, nous chrétiens catholiques, l'obligation d'être dans le milieu politique, de travailler à cela, de devenir des hommes et des femmes politiques, mais des hommes et des femmes politiques différents. Comme on peut avoir des médecins catholiques, chrétiens, différents des autres, nous aussi, nous devons être des hommes politiques, des femmes politiques différents de toute autre femme ou tout autre homme politique. Donc, le message, ce message-ci, restaurer la confiance pour préserver la paix. Préserver la paix, c'est un message fondamental qui reste fortement d'actualité et qui restera d'actualité pendant très longtemps. Alors, je suis tenté de vous demander, mais comment faire pour que les chrétiens catholiques qui actuellement sont aux affaires puissent aider à ce que le message de nos pères les évêques ou puisse aider à ce que les populations soient vraiment formées et quitter cette ignorance-là, et cette ignorance qui fait qu'ils sont toujours à la traîne. On est toujours à la traîne de nos hommes politiques. Comment faire? D'abord, ce à quoi les évêques nous invitent, et ce qu'il faut, c'est la conversion. La conversion à cette ambivalence, si je peux me permettre ainsi, avant de voir le comportement de quelqu'un qui est converti, il y a le premier niveau, le cœur, l'intérieur. Si à l'intérieur de chacun de nous, n'accueillons pas le message et que nous ne laissons pas le message travailler en nous, nous façonner, nous ne pourrons pas poser des actes qui correspondent au message. Tous les pasteurs de l'Église, tous nos pères évêques, tous les papes qui se sont succédés depuis le 19e siècle n'ont pas manqué de dire ça. Tous, chrétiens catholiques, allez dans le milieu politique, allez dans le milieu social, mais y aller en tant que chrétien. Donc, le comment faire dépend d'abord des instances qui sont appelées à former. Et parmi les instances, je dis tout ce qui est association au niveau de nos paroisses doivent se prévaloir de ça pour former. Nous avons aujourd'hui un instrument extrêmement important, la télévision catholique, Lumen Christi TV. Il y avait déjà la radio. Et nous avons la radio, que massivement nous écoutions et que nous laissions ces messages-là nous façonner de l'intérieur. Qu'on accepte de rentrer dans la dynamique de la conversion. Saint Paul, ils sont nombreux les saints, ils ont accepté d'être surpris par le Christ et d'entrer dans la dynamique, la nouvelle dynamique. Donc, qu'on accepte d'entrer dans la dynamique de la conversion et que progressivement, l'Église a beaucoup d'instances qu'elle propose pour que les hommes politiques d'aujourd'hui, mais surtout les hommes politiques de demain, parce que les hommes politiques d'aujourd'hui, c'est comme l'arbre qui est déjà d'une certaine façon tordu. Mais les hommes politiques de demain, si on ne fait rien,
ce sera plus grave, parce que le monde est davantage menacé. Nous allons devoir nous en arrêter ici et pour cette semaine. Mais avant de conclure, je voudrais avoir de vous, professeur Adiou, un dernier mot sur ce message de nos pères les évêques, parce que nous sommes en train de conclure la lettre. C'est extraordinaire. Hein? Depuis un certain temps que je lis les lettres pastorales, je suis en admiration devant l'immensité du travail de réflexion que font nos pères les évêques. Ils nous aident à construire un vivre ensemble harmonieux et pacifique. Ils nous disent ce qu'il faut faire. Toute réflexion et action. Ils posent leurs actes à eux. Ils nous demandent maintenant de prendre le relais. Ce n'est que ça. Prenons le relais. Libérons-nous de nos insuffisances. Devenons des chrétiens catholiques pour transformer le monde. Fidèle laïc, c'est en te laissant pénétrer par ce genre de message, en te laissant façonner par ce message-ci, ce genre de message-ci, que tu deviendras chrétien pour servir le Christ dans la cité. Réveillons-nous. Réveillons-nous, sinon ce ne sera pas bien. Au travail, chers frères et sœurs, la tâche est exaltante. Devenons des chrétiens convaincus pour transformer notre monde. Merci, professeur Adiou. Nous arrivons au terme de cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, si Dieu le veut, avec une autre lettre, toujours en compagnie de notre spécialiste maison, le professeur Alain-François Adiou. Il nous a aidé cette semaine à comprendre davantage la lettre « Restaurer la confiance pour préserver la paix » donnée par nos pères les évêques à Cotonou le 2 octobre 2008. In necessaris unitas, in dubis libertas, in omnibus caritas. Je vous remercie pour votre attention. Rendez-vous la semaine prochaine si Dieu le veut. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.